Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un pas vers l'avenir professionnel. Ce podcast est un projet porté par des jeunes adolescents qui consiste en la mise en place d'interviews de professionnels de différents secteurs d'activité. Pour la mise en place de ce podcast, les adolescents s'occupent de préparer les questions, de contacter les personnes à interviewer, mais s'occupent aussi de la partie interview et de la partie technique sur l'enregistrement du son avec les micros. Je vous laisse donc maintenant avec l'interview de l'invité du jour. Bonne écoute. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Sous ce beau soleil à Lucelle-Mal. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Alex Mich, qui est mon nom de DJ, et mon nom complet c'est Alexis Michenet. J'ai 36 ans aujourd'hui. Dans la vie, je suis généticien. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on pourra en parler. Et j'habite actuellement à Angers, et je vais bientôt déménager à Lucelle-Mal, où je suis conseiller municipal d'ailleurs depuis pas très longtemps. Voilà. À quel âge avez-vous commencé à mixer? Alors, j'ai commencé à mixer à l'âge de 20 ans à peu près. Ouais. Donc, bien après vous. D'où est venue l'idée de créer l'association? Alors, l'association Lucé Media and Fun a été créée en 2016. On a fêté les 10 ans cette année. Et donc, elle est venue, si vous avez fait les calculs, j'ai dit que j'avais 36 ans et que j'avais commencé à 20 ans. Donc, je mixais déjà un petit moment avant de créer l'association. Cette association, je ne l'ai pas créée tout seul. Je l'ai créée avec d'autres amis. On était 6 au départ, en 2016. Et ce qui a principalement motivé l'idée de le faire, c'est qu'on participait à des festivals, alors principalement en Hollande et en Belgique. Alors pour en nommer quelques-uns, comme The Continent par exemple, alors qui n'existe plus malheureusement, ou Defcon en Hollande, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je vous inviterai à les regarder si vous voulez. Et donc il n'y avait pas ce type de festival en France, et on s'est dit on va être peut-être un peu les premiers à s'en inspirer. Alors évidemment on n'est pas devenu aussi gros, mais il y a un certain nombre de choses qu'on a fait dans cet esprit-là. Donc voilà la réponse. On a créé l'association pour pouvoir créer quelque chose qui n'existait pas en France. Avez-vous fait une formation? Si oui, laquelle? Alors non, j'ai pas du tout fait de formation, ni moi ni mes compères, lorsqu'on a créé l'association. On est vraiment parti comme ça, surtout, alors je n'ai pas mentionné, mais grâce aussi au soutien de Bruno, le maire de Lucé, qui nous a beaucoup aidés. Et ensuite, par contre, on a fait quelques formations. Moi, j'ai fait des formations, c'est un grand mot, mais participer en ligne à des conférences, on va dire. Et puis, il y a aussi des ressources qui existent sous forme papier, hein, voilà, sous forme numérique évidemment, mais des PDF sur Internet pour savoir comment effectivement gérer une association et ce genre de questions. Êtes-vous seul à organiser les festivals? Non. Alors, si vous êtes venu au moins une fois, vu la taille des festivals, vous pouvez vous douter que non, on ne peut pas être une seule personne, ne peut pas organiser des festivals, ou pas ceux tels qu'on organise, hein, peut-être des petites soirées. Ça m'arrive de faire des petites soirées d'anniversaire, par exemple, où là je suis seul, effectivement. Mais dès lors que c'est un festival qui accueille plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes, il faut toute une équipe, évidemment. Et donc, c'est l'ensemble des bénévoles de Lucé Media and Fun qui organisent ces festivals. Faites-vous des prestations autres que Valençay et Lucé? Oui. Alors, soit au sein de l'association. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait différents bals. Récemment, j'ai fait par exemple les pompiers de Chabris pour le bal de la Sainte-Barbe l'année dernière. Un peu plus tard, je vais faire à Écueillé aussi. Il y a les pompiers. Je ne sais pas si vous avez vu le premier week-end. Donc c'est pas mal. C'est des soirées qui sont gratuites. Donc aussi bien au sein de l'association, on a fait des prestations. Alors il n'y a pas que moi qui en a fait, il y a aussi d'autres personnes qui ont fait des prestations. Et puis après, en dehors de l'association, là du coup à mon titre personnel, j'ai fait aussi plusieurs prestations. J'en fais un peu partout en France et à différents endroits dans le monde où j'ai pu habiter, en Suède par exemple, en Hollande aussi. Là actuellement par exemple, je fais une soirée à Blangy-le-Château, c'est une petite ville en Normandie où il y a 4000 personnes, donc c'est un sacré truc. Et donc je mixe là-bas assez régulièrement. Est-ce que vous gagnez de l'argent en faisant ça ou pas? Non, clairement, pas du tout. Parce que, alors parfois je suis effectivement payé, alors je vais peut-être distinguer les deux. Au sein de l'association, donc c'est une association bénévole,
Donc à ce titre-là, personne ne gagne de l'argent. Alors l'association gagne de l'argent un petit peu quand même, hein, c'est objectif. L'entrée des festivals, elles sont payantes, les boissons, elles sont payantes. Mais l'objectif derrière, c'est de pouvoir payer tous les frais qui sont l'organisation générale, des choses toutes simples comme imprimer des flyers, ou ensuite payer des artistes, puisqu'il y a parfois des artistes extérieurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour la prochaine édition de Revolution One, il y aura 2 noms assez connus qui viendront, Max Enforcer et Evil Activities. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vient d'assez loin, puisqu'il est hollandais. Donc il faut payer le déplacement. Voilà. Donc l'association gagne de l'argent, mais pas les membres, puisque c'est une association à but non lucratif. Ensuite, moi sur mes prestations personnelles, oui, donc je suis rémunéré, mais en général ça paye principalement mon déplacement et c'est à peu près tout. Et ou éventuellement les nuits d'hôtel et puis quelques boissons. En revanche, à titre personnel, j'ai acheté beaucoup de matériel parce que je suis passionné et ça, le matériel m'a coûté beaucoup d'argent. Donc voilà, mais c'est au même titre qu'une passion telle que quelqu'un, je sais pas si certains d'entre vous vont à la pêche par exemple, voilà, on achète des cannes à pêche, c'est pas pour, on gagne pas de l'argent en vendant les poissons quoi. Donc moi c'est un peu pareil, c'est ma passion. Et alors je vous en ai pas parlé, mais j'ai aussi une grosse collection de vinyles. Et c'est surtout ça où je perds beaucoup d'argent sur ma vinyle. Mais à nouveau, c'est une collection, quoi. De la même manière qu'on peut collectionner les cartes Pokémon. C'est un peu le même principe. Quel est le budget pour organiser une soirée ? Alors là, il n'y a pas de... C'est une question très large. Je peux répondre sur l'exemple de l'association. On a commencé à faire des petites soirées. Et comme on essayait d'être assez malin et de toute façon on a commencé, on n'avait pas de ressources, hein, on a commencé l'association avec 0. Déjà la commune était assez sympa de nous prêter la salle gratos et ensuite de nous donner l'électricité gratos et ainsi de suite. Ensuite nous en interne on avait déjà un petit peu de matos, des enceintes, des platines, voilà. Donc ça les gens les ont amenés gratuitement dans l'association. Donc la première soirée on l'a organisée vraiment avec pas grand chose. Et ça a permis de faire venir quelques centaines de personnes. Donc on peut organiser une soirée d'une centaine de personnes avec un petit budget. Même si par exemple il fallait louer les enceintes ou louer des platines, on peut le louer si on connaît quelqu'un, on peut le faire à pas trop cher. Maintenant quand on veut organiser quelque chose de plus grand, et c'est exactement ce qui est arrivé au sein de l'UC Media & Fun, où on a commencé à organiser des événements de plus en plus grands, en fait il y a plein d'autres choses qui viennent se rajouter. Il y a le fait, donc si je prends l'exemple du Solar Fantasy qui était organisé à la Foulquetière, tous les gens qui vont venir, ils vont avoir envie d'aller aux toilettes. Ça paraît con, hein, mais donc il faut avoir des toilettes, parce qu'à la Foulquetière il y en a quelques-uns, mais ça suffit pas quand il y a 1000 personnes. Ensuite ils vont vouloir c'est nous qui l'avons choisi, on proposait un camping pour qu'ils restent sur place. Vous le savez, vous l'apprendrez un petit peu plus tard, les adolescents aiment bien parfois boire un peu de bière, parfois un peu trop, donc c'est mieux de rester sur place quand c'est comme ça, retenez-le bien. On prend pas de risque, et donc si on veut un camping, il y a aussi quelques frais pour l'organiser. Et puis ensuite, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont s'ajouter, des questions de sécurité par exemple. Donc on peut facilement arriver à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de frais. Si je peux vous donner un ordre de grandeur, de Revolution One par exemple, ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, on est autour de 20-30 000 l'ordre de grandeur, du prix que ça coûte. Donc derrière, il y a intérêt à vendre des entrées, hein, parce que sinon ça marche pas. Payez-vous les lieux où vous jouez ? Alors en général non, justement que ce soit en perso ou via l'asso, on a toujours trouvé des accords on va dire avec les propriétaires alors bien souvent c'est l'État, hein, que ce soit si on prend les exemples de Lucé-le-Mal, c'était soit à la salle AJC ou au camping, donc c'est la mairie de Lucé qui est propriétaire, donc Bruno était d'accord pour nous le prêter gratuitement. Et ensuite actuellement au château de Valençay, là aussi il y a un accord avec le château qui fait qu'on ne paye pas le château en tant que tel, quoi. Sinon ce serait pas possible. Enfin, je sais pas combien il le louerait, mais si tu tapes à la porte de Claude Doucet et que tu lui demandes combien tu me loues ton château pour un week-end, ne serait-ce que les assurances, déjà, on parle tout de suite de beaucoup plus cher que je parlais tout à l'heure de 30 000 euros pour organiser. Si tu veux assurer le château de Valençay pour un week-end, je sais même pas combien ça peut coûter, mais c'est même pas possible. Donc heureusement, non, les partenaires dans ce cas-là mettent à disposition. Est-ce que vous avez des sponsors ? Oui, aussi. L'UC Media & Fun a fonctionné avec beaucoup de sponsors de différents niveaux. Soit des sponsors avec de l'argent,
soit donc qui donnent de l'argent et en échange de quoi on met leur nom sur des banderoles ou des choses comme ça. Et après, il y a aussi beaucoup de gens ou entités ou entreprises qui ont contribué avec des services. Pour en nommer quelques-uns. Donc au tout départ, par exemple, on a collaboré avec pas mal d'artisans de l'UC qui nous prêtaient des barrières, qui nous prêtaient différents trucs. Alors nous, en échange, on leur prêtait une bouteille de Ricard, par exemple. Pour ce genre de trucs. Et puis ensuite, alors un peu plus dernièrement, on avait fait une belle collaboration pour Revolution One où on vendait des petits porte-clés, et ces petits porte-clés avait été réalisé par Sofeval et la petite couture en cuir par des amis de chez Riolan. Donc là aussi c'est un sponsoring entre guillemets puisqu'on les a pas payés pour ça. Et derrière on a vendu les petits porte-clés qui sont très sympas et donc voilà, ils nous ont offert dans le cas de Sofeval leurs outils pour découper les morceaux de ferraille et tout, et ils l'ont fait. Et puis du côté de Riolan les petites mains pour faire les petits trucs en cuir et tout ça. Quelle est la marque de votre matériel? Alors, quel matériel? Parce que j'en ai plein. J'en ai plein. Le matériel, il y a les platines. Peut-être c'est le premier truc auquel on pense en premier. Moi, j'ai du Pioneer principalement, qui est vraiment la marque la plus connue. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des vinyles. Et pour ça, j'utilise des lecteurs de vinyle qui sont de la marque Technics. Et j'utilise une table de mixage. Donc peut-être on fera une petite démo tout à l'heure si vous voulez. Savoir ce que c'est une table de mixage et ce que c'est une platine. Et celle-là, elle est de marque Formula Sound. Ensuite, l'autre élément important, ça va être les enceintes, en toute logique. Et là, pour les enceintes, moi en perso, j'ai du Macma, ce que j'ai ramené, je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis au sein de l'assaut, on a du Function One. Voilà, pour en donner quelques marques. Quel logiciel utilisez-vous pour mixer? Alors pour mixer, aujourd'hui, j'utilise plus de logiciel. J'utilise un logiciel pour préparer mes sons, qui est le logiciel de Pioneer, qui s'appelle Recordbox, mais je ne mixe pas avec dans mon cas. Alors il y a des gens qui mixent avec un logiciel quand on a un contrôleur, mais moi c'est pas mon cas. Et avant j'utilisais Traktor comme logiciel, que j'utilise un peu toujours, mais vraiment très rarement. Donc, voilà. Et après pour les vinyles, il n'y a pas de logiciel, c'est le vinyle. Quel style de musique jouez-vous? Alors je joue de la musique électronique principalement, et ensuite il y a une assez large palette et ça va dépendre des occasions. Donc à l'UC Media Fun, je mixais beaucoup de hardstyle, et puis en perso je mixe aussi beaucoup de techno, la techno acide et techno tech house. Voilà. Pareil, on pourra faire des petites écoutes tout à l'heure pour qu'est-ce que c'est du hardstyle, qu'est-ce que c'est de la techno. Je vais pas le décrire avec les mots, le mieux ce serait de l'écouter. Quel style de musique écoutez-vous personnellement? Les mêmes. Globalement les mêmes. J'écoute assez peu la musique, ça peut paraître assez paradoxal pour un DJ. Mais par exemple quand je travaille, j'ai beaucoup de collègues qui écoutent de la musique pendant qu'ils travaillent, et moi c'est pas mon cas. L'écoute de la musique pour moi, c'est en général, je suis assez concentré quand je le fais. Donc j'écoute assez peu de musique. Par rapport à j'écoute très peu Spotify par exemple, j'écoute surtout des DJ sets, et puis ensuite je vais chercher des musiques sur différents sites et choses comme ça. C'est plus ça mon écoute de musique. Lors de vos soirées, est-ce que de la musique est préparée ou mixez-vous manuellement sur la scène? Alors en général, quand c'est les soirées en festival, chaque DJ a à peu près un set d'1 heure. Donc c'est pas très long, et auquel cas bien souvent c'est préparé dans le sens où la liste des musiques qui seront jouées elle est déjà connue. Le DJ il a déjà préparé son truc, donc sur le logiciel que j'évoquais tout à l'heure, là, Recordbox, on va aller choisir les musiques prévues, et on sait lesquelles vont être jouées à quel moment, parce qu'il faut quand même s'y préparer pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Pour autant c'est pas enregistré, c'est-à-dire qu'attention, je dis c'est préparé, mais c'est pas genre j'arrive, je branche le truc et j'appuie sur play, c'est pas ça. Elles sont vraiment mixées en direct, mais par contre on sait déjà ce qui va être joué. Après quand c'est plus une soirée du style anniversaire, là non, j'y vais un peu les mains dans les poches avec ma clé USB où j'ai à peu près toutes mes playlists, et là je vais jouer vraiment au gré de la soirée. Avez-vous collaboré avec d'autres DJ? Oui, ça c'est assez essentiel, je pense. C'est d'ailleurs ce que j'inviterais tout DJ à faire, à collaborer, ou au moins à échanger, discuter, parler musique, parler technique, parler de plein de sujets avec les autres DJ, c'est essentiel.
Je l'évoquais un peu tout à l'heure, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger dans plusieurs pays et en plus pour moi c'était aussi un moyen de me faire des amis. J'ai rencontré plein de gens, plein de DJ en Suède, en Hollande en particulier. Il y en a plein avec qui je suis resté en contact via les réseaux sociaux. Il y en a certains d'ailleurs, il y en a un en particulier que je connaissais avant qu'il soit connu. Il n'était vraiment pas connu du tout et aujourd'hui il est numéro. Et voilà, il jouait à Tours, à Impact la semaine dernière, il s'appelle Klofama. Et il fait partie du top 10 des DJ hollandais, voire mondiaux aujourd'hui. Et donc c'est assez rigolo de dire que j'ai pu rencontrer cette personne avant qu'il soit connu, quoi. Pouvez-vous nous décrire une journée type lorsque vous organisez un événement ? Alors jusque-là, quand j'étais président de l'UC Media Fun, une journée type, c'était beaucoup de travail et d'organisation. Voilà, en général, je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur à gérer les choses. Mais c'est à peu près le seul point qui est commun, puisqu'après il y a plein de choses à gérer. C'est une bonne question, mais j'ai pas de bonne réponse. Est-ce que vous avez des conseils pour s'améliorer en tant que DJ ? Oui, travailler. Un peu plus de détails peut-être. Alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, échanger avec d'autres DJ de tous les niveaux, des DJ qui peuvent être confirmés ou des DJ débutants pour partager les tuyaux, quoi. Et puis un autre conseil qui est à mon avis aussi important, ça va être plus en perso, ça va être de regarder ce que font les grands DJ. Il y a pas mal de vidéos qui sont disponibles sur YouTube par exemple, et donc ça va être de regarder, je vais en citer un au hasard, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais je ne sais pas si vous connaissez qui est Thomas Bangalter, par exemple, c'est une légende des gens de mon époque. Thomas Bangalter, c'est un des deux Daft Punk. Vous connaissez Daft Punk, ouais. Sinon, je vous en ferai écouter un petit peu tout à l'heure. Donc, les Daft Punk se sont séparés il y a maintenant quelques années, et puis de toute manière, ils produisaient plus grand-chose. Mais sur ma génération, ça a vraiment été des légendes. Et donc, Thomas Bangalter, c'est l'un des deux Daft Punk. Et voilà, il avait arrêté, il n'avait plus joué depuis des années. Et il se trouve qu'il a refait un set dernièrement en Angleterre avec Fred Again. Le set, il est disponible sur YouTube, on peut le regarder. Donc voilà, c'est clairement c'est la masterclass, quoi. C'est Dieu en personne ou son fils qui vient faire une démonstration de DJing. Donc en plus ils étaient à deux, c'est pas facile parce que quand il y a deux DJ qui mixent ensemble, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être synchro et savoir ce qui va se passer. Donc voilà, donc c'est un exemple. Moi, par exemple, je l'ai regardé et en plus je l'écoute un peu en boucle en ce moment. Donc regardez ce que font des grands DJ, même sur les réseaux aussi, il y a certains DJ qui partagent comment ils jouent. Je vous invite à faire ça pour s'améliorer. On est un groupe de jeunes hyper motivés pour s'investir sur notre territoire. Pensez-vous qu'il serait possible de devenir bénévole sur votre prochain événement ? Alors, un premier truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai pris ma retraite, moi. Vous faites face à un retraité de l'UC Media Fun. J'ai pris ma retraite au 31 décembre de l'année dernière. Donc je suis encore assez proche de l'association, évidemment. Mais en tant plus que conseiller, on va dire, dans une certaine mesure, avec le président avec qui j'étais hier soir, par exemple. Et donc, une des limites pour des raisons de légalité et de sécurité, c'est que dans l'association, on ne prend officiellement que des gens majeurs. Néanmoins, je laisserai au nouveau président le soin de décider. Néanmoins, si vous souhaitez vraiment être impliqué, on peut éventuellement réfléchir à des solutions. Donc voilà, je ne ferme pas la porte. Je pense qu'il est possible de trouver des arrangements ou de trouver une exception peut-être. Merci pour votre participation. Merci à vous. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un gentil commentaire ou une évaluation sur Spotify pour encourager les ados à continuer ce projet si intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.